Mais cela est considéré comme un avantage. C'est par une politique délibérée que l'on maintient tout le monde, y compris même les groupes favorisés, au bord de la privation. Un état général de pénurie accroît en effet l'importance des petits privilèges et magnifie la distinction entre un groupe et un autre. D'après les standards des premières années du XXe siècle, les membres mêmes du parti intérieur mènent une vie austère et laborieuse. Néanmoins, le peu de confort dont ils jouissent, leurs appartements larges et bien meublés, la solide texture de leurs vêtements, la bonne qualité de leur nourriture, de leurs boissons, de leur tabac, leurs 2 ou 3 domestiques, leur voiture ou leur hélicoptère personnel, les placent dans un monde différent de celui d'un membre du parti extérieur. Et les membres du parti extérieur ont des avantages similaires comparativement aux masses déshéritées que nous appelons les prolétaires. L'atmosphère sociale est celle d'une cité assiégée, dans laquelle la possession d'un morceau de viande de cheval constitue la différence entre la richesse et la pauvreté. En même temps, la conscience d'être en guerre, et par conséquent en danger, fait que la possession de tout le pouvoir par une petite caste semble être la condition naturelle et inévitable de survie. La guerre, comme on le verra, non seulement accomplit les destructions nécessaires, mais les accomplit d'une façon acceptable psychologiquement. Il serait en principe très simple de gaspiller le surplus de travail du monde en construisant des temples et des pyramides, en creusant des trous et en les rebouchant, en produisant même de grandes quantités de marchandises auxquelles on mettrait le feu. Ceci suffirait sur le plan économique, mais la base psychologique d'une société hiérarchisée n'y gagnerait rien. Ce qui intervient ici, ce n'est pas la morale des masses dont l'attitude est sans importance tant qu'elles sont fermement maintenues dans le travail, mais la morale du parti lui-même. On demande aux membres, même le plus humble du parti, d'être compétents, industrieux, et même intelligents dans d'étroites limites. Il est de plus nécessaire qu'il soit un fanatique crédule et ignorant, dont les caractéristiques dominantes sont la crainte, la haine, l'humeur flagorneuse et le triomphe orgiaque. En d'autres mots, il est nécessaire qu'il ait la mentalité appropriée à l'état de guerre. Peu importe que la guerre soit réellement déclarée, et puisqu'aucune victoire décisive n'est possible, peu importe qu'elle soit victorieuse ou non. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'état de guerre existe. La systématisation de l'intelligence que requiert le parti de ses membres, et qui est plus facilement réalisée dans une atmosphère de guerre, est maintenant presque universelle. Mais plus le rang est élevé, plus marquée devient cette spécialisation. C'est précisément dans le parti intérieur que l'hystérie de guerre et la haine de l'ennemi sont les plus fortes. Dans son rôle d'administrateur, il est souvent nécessaire à un membre du parti intérieur de savoir qu'un paragraphe ou un autre des nouvelles de la guerre est faux. Et il lui arrive souvent de savoir que la guerre entière est apocryphe, soit qu'elle n'existe pas, soit que les motifs pour lesquels elle est déclarée soient tout à fait différents de ceux que l'on fait connaître. Mais une telle connaissance est neutralisée par la technique de la double pensée. Entre-temps, aucun membre du parti intérieur n'est un instant ébranlé dans sa conviction mystique que la guerre est réelle, et qu'elle doit se terminer victorieusement pour l'Océania qui restera maîtresse incontestée du monde entier. Tous les membres du parti intérieur croient à cette conquête comme à un article de foi. Elle sera réalisée soit par l'acquisition graduelle de territoires, ce qui permettra de construire une puissance d'une écrasante supériorité, soit par la découverte d'une arme nouvelle contre laquelle il n'y aura pas de défense. La recherche de nouvelles armes se poursuit sans arrêt. Elle est l'une des rares activités restantes dans lesquelles le type d'esprit inventif ou spéculatif peut trouver un exutoire. Actuellement, la science, dans le sens ancien du mot, a presque cessé d'exister dans l'Océania. Il n'y a pas de mot pour science en novlangue. La méthode empirique de la pensée sur laquelle sont fondées toutes les réalisations du passé est opposée aux principes les plus essentiels de l'Anxos. Les progrès techniques eux-mêmes ne se produisent que lorsqu'ils peuvent, d'une façon quelconque, servir à diminuer la liberté humaine. Dans tous les arts utilitaires, le monde piétine ou recule. Les champs sont cultivés avec des charrues tirées par des chevaux, tandis que les livres sont écrits à la machine. Mais dans les matières d'une importance vitale, ce qui veut dire en fait la guerre et l'espionnage policier,
l'approche empirique est encore encouragée ou du moins tolérée. Les deux buts du parti sont de conquérir toute la surface de la Terre et d'éteindre une fois pour toutes les possibilités d'une pensée indépendante. Il y a en conséquence deux grands problèmes que le parti a la charge de résoudre. L'un est le moyen de découvrir, contre sa volonté, ce que pense un autre être humain. L'autre est le moyen de tuer plusieurs centaines de millions de gens en quelques secondes sans qu'ils en soient avertis. Dans la mesure où continue la recherche scientifique, cela est son principal objet. Le savant d'aujourd'hui est soit une mixture de psychologue et d'inquisiteur qui étudie avec une extraordinaire minutie la signification des expressions du visage, des gestes, des tons de la voix, et expérimente les effets pour l'obtention de la vérité, des drogues, des chocs thérapeutiques, de l'hypnose, de la torture physique, soit un chimiste, un physicien ou un biologiste, intéressé seulement par les branches de sa spécialité qui se rapportent à la suppression de la vie. Dans les vastes laboratoires du ministère de la Paix, et dans les centres d'expérience cachés dans les forêts brésiliennes, ou dans le désert australien, ou dans les îles perdues de l'Antarctique, des équipes d'experts sont infatigablement au travail. Quelques-uns s'occupent d'établir les plans des guerres futures. D'autres inventent des bombes fusées de plus en plus grosses, des explosifs de plus en plus puissants, des blindages de plus en plus impénétrables. D'autres recherchent des gaz nouveaux et plus mortels, ou des poisons solubles que l'on pourrait produire en quantité suffisante pour détruire la végétation de continents entiers, ou encore des espèces de germes de maladies immunisés contre tous les antidotes possibles. D'autres travaillent à la fabrication d'un véhicule qui pourrait circuler sous terre comme un sous-marin sous l'eau, ou pour construire un aéroplane aussi indépendant de sa base qu'un navire à voile. D'autres explorent les possibilités même les plus lointaines, comme de concentrer les rayons du soleil à travers des lentilles suspendues à des milliers de kilomètres dans l'espace, ou bien de produire des tremblements de terre artificiels ou des raz de marée en agissant sur la chaleur du centre de la Terre. Mais aucun de ces projets n'approche jamais de la réalisation, et aucun des trois super-États ne gagne jamais sur les autres une avance significative. Le plus remarquable est que les trois puissances possèdent déjà, dans la bombe atomique, une arme beaucoup plus puissante que celle que leurs recherches actuelles sont susceptibles de découvrir. Bien que le parti, suivant son habitude, revendique l'honneur de cette invention, les bombes atomiques apparurent dès l'époque 1940-1949 et furent pour la première fois employées sur une large échelle environ 10 ans plus tard. Une centaine de bombes furent alors lâchées sur les centres industriels, surtout dans la Russie d'Europe, l'Ouest européen et l'Amérique du Nord. Elles avaient pour but de convaincre les groupes dirigeants de tous les pays que quelques bombes atomiques de plus entraîneraient la fin de la société organisée, et partant, de leur propre puissance. Ensuite, bien qu'aucun accord formel ne fût jamais passé, ou qu'on y fit même allusion, il n'y eut plus de lâcher de bombes. Les trois puissances continuent simplement à produire des bombes atomiques et à les emmagasiner en attendant une occasion décisive qu'elles croient toutes devoir se produire tôt ou tard. En attendant, l'art de la guerre est resté stationnaire pendant 30 ou 40 ans. Les hélicoptères sont plus employés qu'ils ne l'étaient anciennement, les bombardiers ont été en grande partie supplantés par des projectiles à propulseurs, et le fragile et mobile cuirassé a été remplacé par la forteresse flottante, qu'il est presque impossible de couler. Mais autrement, il y a eu peu de perfectionnement. Le tank, le sous-marin, la torpille, la mitrailleuse, même le fusil et la grenade à main sont encore employés. Et en dépit des interminables massacres rapportés par la presse et les télécrans, les batailles désespérées des guerres antérieures au cours desquelles des centaines de milliers ou même de millions d'hommes étaient tués en quelques semaines ne se sont jamais répétées. Aucun des trois super-États ne tente jamais un mouvement qui impliquerait le risque d'une défaite sérieuse. Quand une opération d'envergure est entreprise, c'est généralement une attaque par surprise contre un allié. La stratégie que les trois puissances suivent toutes trois, ou prétendent suivre, est la même. Le plan est, par une combinaison de lutte, de marche, de coups de force au moment opportun, d'acquérir un anneau de base encerclant complètement l'un
ou l'autre des États d'un rival. Puis de signer un pacte d'amitié avec ce rival et de rester avec lui en termes de paix assez longtemps pour endormir sa suspicion. Pendant ce temps, des fusées chargées de bombes atomiques seraient amoncelées à tous les points stratégiques. Finalement, elles seraient toutes allumées simultanément et leurs effets seraient si dévastateurs qu'ils rendraient impossible toute représaille. Il serait temps alors de risquer un pacte d'amitié avec la puissance mondiale restante en vue d'une autre attaque. Ce plan, il est à peine besoin de le dire, est un simple rêve éveillé impossible à réaliser. De plus, il n'y a jamais aucune bataille sauf dans les territoires disputés autour de l'équateur et du pôle. Aucune invasion de territoire ennemi n'est jamais entreprise. C'est ce qui explique qu'en certains endroits, les frontières entre les super-États soient arbitraires. L'Eurasia, par exemple, pourrait aisément conquérir les îles britanniques, qui, géographiquement, font partie de l'Europe. D'un autre côté, il serait possible à l'Océania de pousser ses frontières jusqu'au Rhin, ou même jusqu'à la Vistule. Mais ce serait violer le principe suivi par tous, bien que jamais formulé, de l'intégrité culturelle. Si l'Océania conquérait les territoires connus à une époque sous les noms de France et d'Allemagne, il lui faudrait ou en exterminer les habitants, tâche d'une grande difficulté matérielle, ou assimiler une population d'environ 100 millions d'habitants qui, en ce qui concerne le développement technique, sont approximativement au niveau océanien. Le problème est le même pour les trois super-États. Il est absolument nécessaire à leur structure qu'ils n'aient aucun contact avec l'étranger, sauf dans une mesure limitée avec les prisonniers de guerre et les esclaves de couleur. Même l'allié officiel du moment est toujours regardé avec une sombre suspicion. Mis à part les prisonniers de guerre, le citoyen ordinaire de l'Océania ne pose jamais les yeux sur un citoyen de l'Eurasia ou de l'Estasia, et on lui défend d'étudier les langues étrangères. Si les contacts avec les étrangers lui étaient permis, il découvrirait que ce sont des créatures semblables à lui-même, et que la plus grande partie de ce qu'on lui a raconté d'eux est fausse. Le monde fermé, scellé dans lequel il vit serait brisé, et la crainte, la haine, la certitude de son bon droit, desquels dépend sa morale, pourrait disparaître. Il est par conséquent admis, de tous les côtés, que si souvent que la Perse, l'Égypte, Java ou Ceylan puissent changer de main, les frontières principales ne doivent jamais être franchies que par des bombes. En dessous de tout cela, il est un fait, jamais exprimé tout haut, mais tacitement compris, et qui inspire la conduite de chacun, c'est que les conditions de vie dans les trois super-États sont sensiblement les mêmes. Dans l'Océania, la philosophie dominante s'appelle l'Anxos. En Eurasia, elle s'appelle néo-bolchevisme. En Estasia, elle est désignée par un mot chinois habituellement traduit par culte de la mort, mais qui serait peut-être mieux rendu par oblitération du moi. On ne permet pas aux citoyens de l'Océania de savoir quoi que ce soit de la doctrine des deux autres philosophies. Mais on lui enseigne à les exécrer et à les considérer comme des outrages barbares à la morale et au sens commun. En vérité, les trois philosophies se distinguent à peine l'une de l'autre, et les systèmes sociaux qu'elles supportent ne se distinguent pas du tout. Il y a partout la même structure pyramidale, le même culte d'un chef semi-divin, le même système économique existant, par et pour une guerre continuelle. Il s'ensuit que les trois super-États non seulement ne peuvent se conquérir l'un l'autre, mais ne tireraient aucun avantage de leur conquête. Au contraire, tant qu'ils restent en conflit, ils se soutiennent l'un l'autre comme trois gerbes de blé. Comme d'habitude, les groupes directeurs des trois puissances sont, et en même temps ne sont pas au courant de ce qu'ils font. Leur vie est consacrée à la conquête du monde, mais ils savent aussi qu'il est nécessaire que la guerre continue indéfiniment et sans victoire. Pendant ce temps, le fait qu'il n'y ait aucun danger de conquête rend possible la négation de la réalité qui est la caractéristique spéciale de l'Anxos et des systèmes de pensée qui lui sont rivaux. Il est ici nécessaire de répéter ce qui a été dit ci-dessus. C'est qu'en devenant continuelle, la guerre a changé de caractère fondamental. Anciennement, une guerre, par définition presque, était quelque chose qui tôt ou tard prenait fin, d'habitude par une victoire ou une défaite décisive. Anciennement aussi,
La guerre était un des principaux instruments par lesquels les sociétés humaines étaient maintenues en contact avec la réalité physique. Tous les chefs, à toutes les époques, ont essayé d'imposer à leurs adeptes une fausse vue du monde, mais ils ne pouvaient se permettre d'encourager aucune illusion qui tendrait à diminuer l'efficacité militaire. Aussi longtemps que la défaite signifiait perte de l'indépendance, ou quelque autre résultat généralement tenu pour indésirable, les précautions contre la défaite devaient être sérieuses. Les faits matériels ne devaient pas être ignorés. Dans la philosophie, la religion, l'éthique ou la politique, 2 et 2 peuvent faire 5. Mais quand le chiffre 1 désigne un fusil ou un aéroplane, 2 et 2 doivent faire 4. Les nations inefficientes sont toujours tôt ou tard conquises, et la lutte pour l'efficience est ennemie des illusions. De plus, il est nécessaire, pour être efficient, d'être capable de recevoir les leçons du passé, ce qui signifiait avoir une idée absolument précise des événements du passé. Journaux et livres d'histoire étaient naturellement toujours enjolivés et influencés, mais le genre de falsification actuellement pratiqué aurait été impossible. La guerre était une sauvegarde, même de la santé, et dans la mesure où les classes dirigeantes étaient affectées, c'était probablement la plus sûre des sauvegardes. Tant que les guerres pouvaient se gagner ou se perdre, aucune classe dirigeante ne pouvait être entièrement irresponsable. Mais quand la guerre devient littéralement continuelle, elle cesse aussi d'être dangereuse. Il n'y a plus de nécessité militaire quand la guerre est permanente. Le progrès peut s'arrêter et les faits les plus patents peuvent être niés ou négligés. Comme nous l'avons vu, les recherches que l'on pourrait appeler scientifiques sont encore poursuivies, en vue de la guerre, mais elles sont essentiellement du domaine du rêve, et leur échec à fournir des résultats n'a aucune importance. L'efficience, même l'efficience militaire, n'est plus nécessaire. En Océania, sauf la police de la pensée, rien n'est efficient. Depuis que chacun des 3 super-États est imprenable, chacun est en effet un univers séparé, à l'intérieur duquel peuvent être pratiquées, en toute sécurité, presque toutes les perversions de la pensée. La réalité n'exerce sa pression qu'à travers les besoins de la vie de tous les jours, le besoin de manger et de boire, d'avoir un abri et des vêtements, d'éviter d'avaler du poison ou de passer par les fenêtres du dernier étage, et ainsi de suite. Entre la vie et la mort, entre le plaisir et la peine physique, il y a encore une distinction, mais c'est tout. Coupé de tout contact avec le monde extérieur et avec le passé, le citoyen d'Océania est comme un homme des espaces interstellaires qui n'a aucun moyen de savoir quelle direction monte et laquelle descend. Les dirigeants d'un tel État sont absolus, plus que n'ont jamais pu l'être les pharaons ou les Césars. Ils sont obligés d'empêcher leurs adeptes de mourir d'inanition en nombre assez grand pour être un inconvénient, et ils sont obligés de s'en tenir au même bas niveau de technique militaire que leurs rivaux, mais ce minimum réalisé, ils peuvent déformer la réalité et lui donner la forme qu'ils choisissent. La guerre, donc, si nous la jugeons sur le modèle des guerres antérieures, est une simple imposture. Elle ressemble aux batailles entre certains ruminants dont les cornes sont plantées à un angle tel qu'ils sont incapables de se blesser l'un l'autre. Mais bien qu'irréelle, elle n'est pas sans signification. Elle dévore le surplus des produits de consommation et elle aide à préserver l'atmosphère mentale spéciale dont a besoin une société hiérarchisée. Ainsi qu'on le verra, la guerre est une affaire purement intérieure. Anciennement, les groupes dirigeants de tous les pays, bien qu'il leur fût possible de reconnaître leur intérêt commun et par conséquent de limiter les dégâts de la guerre, luttaient réellement les uns contre les autres, et celui qui était victorieux pillait toujours le vaincu. De nos jours, ils ne luttent pas du tout les uns contre les autres. La guerre est engagée par chaque groupe dirigeant contre ses propres sujets, et l'objet de la guerre n'est pas de faire ou d'empêcher des conquêtes de territoire, mais de maintenir intacte la structure de la société. Le mot guerre lui-même est devenu erroné. Il serait probablement plus exact de dire qu'en devenant continue, la guerre a cessé d'exister. La pression particulière qu'elle a exercée sur les êtres humains entre l'âge néolithique et le début du XXe siècle a disparu et a été remplacée par quelque chose de tout à fait différent. L'effet aurait été exactement le même
si les trois super-États, au lieu de se battre l'un contre l'autre, s'entendaient pour vivre dans une paix perpétuelle, chacun inviolé à l'intérieur de ses frontières. Dans ce cas, en effet, chacun serait encore un univers clos, libéré à jamais de l'influence assoupissante du danger extérieur. Une paix, qui serait vraiment permanente, serait exactement comme une guerre permanente. Cela, bien que la majorité des membres du parti ne le comprennent que dans un sens superficiel, est la signification profonde du slogan du parti « La guerre, c'est la paix ». Winston arrêta un moment sa lecture. Quelque part dans le lointain, tonna une bombe fusée. La félicité qu'il éprouvait à être seul avec le livre défendu, dans une pièce sans télécran, n'était pas épuisée. La solitude et la sécurité étaient des sensations mêlées en quelque sorte à la fatigue de son corps, au moelleux du fauteuil, au contact de la faible brise qui entrait par la fenêtre et se jouait sur son visage. Le livre le passionnait, ou plus exactement le rassurait. Dans un sens, il ne lui apprenait rien de nouveau, mais il n'en était que plus attrayant. Il disait ce que lui, Winston, aurait dit s'il lui avait été possible d'ordonner ses pensées éparses. Il était le produit d'un cerveau semblable au sien, mais beaucoup plus puissant, plus systématique, moins dominé par la crainte. Les meilleurs livres, se dit-il, sont ceux qui racontent ce que l'on sait déjà. Il revenait au chapitre 1 quand il entendit le pas de Julia dans l'escalier et se leva de son fauteuil pour aller au-devant d'elle. Elle déposa sur le parquet son sac à outils brun et se jeta dans les bras de Winston. Il y avait plus d'une semaine qu'ils ne s'étaient vus. « J'ai le livre », dit-il quand ils se séparèrent. « Oh, tu l'as ? Bien », dit-elle sans montrer beaucoup d'intérêt. Presque immédiatement, elle s'agenouilla devant le fourneau à pétrole pour faire le café. Ils ne revinrent sur ce sujet qu'après être restés au lit une demi-heure. La soirée était juste assez fraîche pour qu'il fût nécessaire de remonter le couvre-pied. D'en bas venait le bruit familier des chansons et le claquement des bottes sur les pavés. La femme, au bras rouge brique que Winston avait vue là lors de sa première visite, était presque à demeure dans la cour. Il semblait qu'elle passât toutes les heures du jour à marcher dans un sens ou dans l'autre, entre le baquet à laver et la corde à linge. Tantôt, elle fermait la bouche sur des épingles à linge, tantôt, elle faisait éclater un chant lascif. Julia s'était installée sur le côté et semblait déjà sur le point de s'endormir. Winston allongea le bras pour prendre le livre sur le parquet et s'assit appuyé au dossier du lit. « Nous devons le lire, » dit-il. « Toi aussi, tous les membres de la fraternité doivent le lire. »« Lis-le, » dit-elle les yeux fermés. « Lis-le tout haut. C'est la meilleure manière. Ainsi, tu pourras me l'expliquer au fur et à mesure. » L'aiguille de la pendule était sur 6, ce qui signifiait 18 heures. Ils avaient 3 ou 4 heures devant eux. Winston appuya le livre sur ses genoux et se mit à lire. Chapitre 1. L'ignorance, c'est la force. Au long des temps historiques, et probablement depuis la fin de l'âge néolithique, le monde a été divisé en 3 classes. La classe supérieure, la classe moyenne, la classe inférieure. Elles ont été subdivisées de beaucoup de façons. Elles ont porté d'innombrables noms différents. La proportion du nombre d'individus que comportait chacune, aussi bien que leur attitude vis-à-vis les unes des autres, ont varié d'âge en âge. Mais la structure essentielle de la société n'a jamais varié. Même après d'énormes poussées et des changements apparemment irrévocables, la même structure s'est toujours rétablie, exactement comme un gyroscope reprend toujours son équilibre, aussi loin qu'on le pousse d'un côté ou de l'autre. « Julia, es-tu réveillée ?» demanda Winston. « Oui, mon amour, j'écoute. Continue, c'est merveilleux. » Il continua à lire. Les buts de ces 3 groupes sont absolument inconciliables. Le but du groupe supérieur est de rester en place. Celui du groupe moyen, de changer de place avec le groupe supérieur. Le but du groupe inférieur, quand il en a un,
car c'est une caractéristique permanente des inférieurs qu'ils sont trop écrasés de travail pour être conscients, d'une façon autre qu'intermittente, d'autre chose que de leur vie de chaque jour, est d'abolir toute distinction et de créer une société dans laquelle tous les hommes seraient égaux. Ainsi, à travers l'histoire, une lutte qui est la même dans ses lignes principales se répète sans arrêt. Pendant de longues périodes, la classe supérieure semble être solidement au pouvoir. Mais tôt ou tard, il arrive toujours un moment où elle perd ou sa foi en elle-même, ou son aptitude à gouverner efficacement, ou les deux. Elle est alors renversée par la classe moyenne qui enrôle à ses côtés la classe inférieure, en lui faisant croire qu'elle lutte pour la liberté et la justice. Sitôt qu'elle a atteint son objectif, la classe moyenne rejette la classe inférieure dans son ancienne servitude et devient elle-même supérieure. Un nouveau groupe moyen se détache alors de l'un des autres groupes, ou des deux, et la lutte recommence. Des trois groupes, seul le groupe inférieur ne réussit jamais, même temporairement, à atteindre son but. Ce serait une exagération que de dire qu'à travers l'histoire, il n'y a eu aucun progrès matériel. Même aujourd'hui, dans une période de déclin, l'être humain moyen jouit de conditions de vie meilleures que celles d'il y a quelques siècles. Mais aucune augmentation de richesse, aucun adoucissement des mœurs, aucune réforme ou révolution n'a jamais rapproché d'1 millimètre l'égalité humaine. Du point de vue de la classe inférieure, aucun changement historique n'a jamais signifié beaucoup plus qu'un changement du nom des maîtres. Vers la fin du XIXe siècle, de nombreux observateurs se rendirent compte de la répétition constante de ce modèle de société. Des écoles de penseurs apparurent alors, qui interprétèrent l'histoire comme un processus cyclique et prétendirent démontrer que l'inégalité était une loi inaltérable de la vie humaine. Cette doctrine, naturellement, avait toujours eu des adhérents, mais il y avait un changement significatif dans la façon dont elle était mise en avant. Dans le passé, la nécessité d'une forme hiérarchisée de société avait été la doctrine spécifique de la classe supérieure. Elle avait été prêchée par les rois et les aristocrates, par les prêtres, hommes de loi et autres qui étaient les parasites des premiers, et elle avait été adoucie par des promesses de compensation dans un monde imaginaire par-delà la tombe. La classe moyenne, tant qu'elle luttait pour le pouvoir, avait toujours employé des termes tels que liberté, justice et fraternité. Cependant, le concept de la fraternité humaine commença à être attaqué par des gens qui n'occupaient pas encore les postes de commande, mais espéraient y être avant longtemps. Anciennement, la classe moyenne avait fait des révolutions sous la bannière de l'égalité, puis avait établi une nouvelle tyrannie dès que l'ancienne avait été renversée. Les nouveaux groupes moyens proclamèrent à l'avance leur tyrannie. Le socialisme, une théorie qui apparut au début du XIXe siècle et constituait le dernier anneau de la chaîne de pensée qui remontait aux rébellions d'esclaves de l'Antiquité, était encore profondément infecté de l'utopie des siècles passés. Mais dans toutes les variantes du socialisme qui apparurent à partir de 1900 environ, le but d'établir la liberté et l'égalité était de plus en plus ouvertement abandonné. Les nouveaux mouvements qui se firent connaître dans les années du milieu du siècle, l'Anxos en Océania, le néo-bolchevisme en Eurasia, le culte de la mort, comme on l'appelle communément en Estasia, avaient la volonté consciente de perpétuer la non-liberté et l'inégalité. Ces nouveaux mouvements naissaient naturellement des anciens. Ils tendaient à conserver les noms de ceux-ci et à payer en parole un hommage à leur idéologie. Mais leur but à tous était d'arrêter le progrès et d'immobiliser l'histoire à un moment choisi. Le balancement familier du pendule devait se produire une fois de plus, puis s'arrêter. Comme d'habitude, la classe supérieure devait être délogée par la classe moyenne, qui deviendrait alors la classe supérieure. Mais cette fois, par une stratégie consciente, cette classe supérieure serait capable de maintenir perpétuellement sa position. Les nouvelles doctrines naquirent en partie grâce à l'accumulation de connaissances historiques et au développement du sens historique qui existait à peine avant le XIXe siècle. Le mouvement cyclique de l'histoire était alors intelligible, ou paraissait l'être, et s'il était intelligible, il pouvait être changé. Mais la cause principale et sous-jacente de ces doctrines était que dès le début du XXe siècle, l'égalité humaine était devenue techniquement possible.
Il était encore vrai que les hommes n'étaient pas égaux par leur disposition naturelle, et que les fonctions devaient être spécialisées en des directions qui favorisaient les uns au détriment des autres. Mais il n'y avait plus aucun besoin réel de distinction de classe ou de différence importante de richesse. Dans les périodes antérieures, les distinctions de classe avaient été non seulement inévitables, mais désirables. L'inégalité était le prix de la civilisation. Le cas, cependant, n'était plus le même avec le développement de la production par la machine. Même s'il était encore nécessaire que les êtres humains s'adonnent à des travaux différents, il n'était plus utile qu'ils vivent à des niveaux sociaux ou économiques différents. C'est pourquoi, du point de vue des nouveaux groupes qui étaient sur le point de s'emparer du pouvoir, l'égalité humaine n'était plus un idéal à poursuivre, mais un danger à éviter. Dans les périodes antérieures, quand une société juste et paisible était en fait impossible, il avait été tout à fait facile d'y croire. L'idée d'un paradis terrestre dans lequel les hommes vivraient ensemble dans un état de fraternité, sans loi et sans travail de brute, a hanté l'imagination humaine pendant des milliers d'années. Cette vision a eu une certaine emprise, même sur les groupes qui profitaient réellement de chaque changement historique. Les héritiers des révolutions françaises, anglaises et américaines ont en partie cru à leurs propres phrases sur les droits de l'homme, la liberté d'expression, l'égalité devant la loi, et leur conduite, dans une certaine mesure, a même été influencée par elles. Mais vers la 4e décennie du XXe siècle, tous les principaux courants de la pensée politique étaient des courants de doctrine autoritaire. Le paradis terrestre avait été discrédité au moment exact où il devenait réalisable. Toute nouvelle théorie politique, de quelque nom qu'elle s'appelât, ramenait à la hiérarchie et à l'enrégimentation. Et dans le général durcissement de perspective qui s'établit vers 1930, des pratiques depuis longtemps abandonnées, parfois depuis des centaines d'années, emprisonnement sans procès, emploi de prisonniers de guerre comme esclaves, exécution publique, torture pour arracher des confessions, usage des otages et déportation de populations entières, non seulement redevinrent courantes, mais furent tolérées, et même défendues par des gens qui se considéraient comme éclairés et progressistes. C'est seulement après une décennie de guerre internationale, de guerre civile, de révolution et contre-révolution dans toutes les parties du monde, que Lanxos et ses rivaux émergèrent sous forme de théories politiques entièrement précisées. Mais elles avaient été annoncées par les systèmes divers, généralement nommés totalitaires, qui étaient apparus plus tôt dans le siècle, et les lignes principales du monde qui devaient émerger du chaos régnant étaient depuis longtemps visibles. La nouvelle aristocratie était constituée, pour la plus grande part, de bureaucrates, de savants, de techniciens, d'organisateurs de syndicats, d'experts en publicité, de sociologues, de professeurs, de journalistes et de politiciens professionnels. Ces gens qui sortaient de la classe moyenne salariée et des rangs supérieurs de la classe ouvrière avaient été formés et réunis par le monde stérile du monopole industriel et du gouvernement centralisé. Comparés aux groupes d'opposition des âges passés, ils étaient moins avares, moins tentés par le luxe, plus avides de puissance pure et surtout plus conscients de ce qu'ils faisaient et plus résolus à écraser l'opposition. Cette dernière différence était essentielle. En comparaison de ce qui existe aujourd'hui, toutes les tyrannies du passé s'exerçaient sans entrain et étaient inefficientes. Les groupes dirigeants étaient toujours, dans une certaine mesure, contaminés par les idées libérales et étaient heureux de lâcher partout la bride, de ne considérer que l'acte patent, de se désintéresser de ce que pensait leur sujet. L'Église catholique du Moyen-Âge elle-même se montrait tolérante, comparée aux standards modernes. La raison en est, en partie, que dans le passé, aucun gouvernement n'avait le pouvoir de maintenir ses citoyens sous une surveillance constante. L'invention de l'imprimerie, cependant, permit de diriger plus facilement l'opinion publique. Le film et la radio y aidèrent encore plus. Avec le développement de la télévision et le perfectionnement technique qui rendit possible, sur le même instrument, la réception et la transmission simultanée, ce fut la fin de la vie privée. Tout citoyen, ou au moins tout citoyen assez important pour valoir la peine d'être surveillé, put être tenu 24 heures par jour sous les yeux de la police, dans le bruit de la propagande officielle,
tandis que tous les autres moyens de communication étaient coupés. La possibilité d'imposer non seulement une complète obéissance à la volonté de l'État, mais une complète uniformité d'opinion sur tous les sujets, existait pour la première fois. Après la période révolutionnaire qui se place entre 1950 et 1969, la société se regroupa, comme toujours, en classe supérieure, classe moyenne et classe inférieure. Mais le nouveau groupe supérieur, contrairement à tous ses prédécesseurs, n'agissait pas seulement suivant son instinct. Il savait ce qui était nécessaire pour sauvegarder sa position. On avait depuis longtemps reconnu que la seule base sûre de l'oligarchie est le collectivisme. La richesse et les privilèges sont plus facilement défendus quand on les possède ensemble. Ce que l'on a appelé l'abolition de la propriété privée signifiait en fait la concentration de la propriété entre beaucoup moins de mains qu'auparavant, mais avec cette différence que les nouveaux propriétaires formaient un groupe au lieu d'être une masse d'individus. Aucun membre du parti ne possède, individuellement, quoi que ce soit, sauf d'insignifiants objets personnels. Collectivement, le parti possède tout en Océania, car il contrôle tout et dispose des produits comme il l'entend. Dans les années qui suivirent la Révolution, il était possible d'atteindre ce poste de commande presque sans rencontrer d'opposition, car le système tout entier était représenté comme un acte de collectivisation. Il avait toujours été entendu que si la classe capitaliste était expropriée, le socialisme devait lui succéder, et indubitablement, les capitalistes avaient été expropriés. Manufactures, mines, terres, maisons, transports, on leur avait tout enlevé. Et puisque ces biens n'étaient plus propriété privée, il s'ensuivait qu'ils devaient être propriété publique. Longsos, qui est sorti du mouvement socialiste primitif et a hérité de sa phraséologie, a en fait exécuté le principal article du programme socialiste, avec le résultat, prévu et voulu, que l'inégalité économique a été rendue permanente. Mais les problèmes que pose la volonté de rendre permanente une société hiérarchisée vont plus loin. Pour un groupe dirigeant, il n'y a que 4 manières de perdre le pouvoir. Il peut soit être conquis de l'extérieur, soit gouverner si mal que les masses se révoltent, soit laisser se former un groupe moyen fort et mécontent, soit perdre sa confiance en lui-même et sa volonté de gouverner. Ces causes n'opèrent pas seules chacune, et en général, toutes 4 sont présentes à un degré quelconque. Une classe dirigeante, qui pourrait se défendre contre tous ces dangers, resterait au pouvoir d'une façon permanente. En fin de compte, le facteur décisif est l'attitude mentale de la classe dirigeante elle-même. Après la moitié du siècle actuel, le premier danger avait en réalité disparu. Chacune des 3 puissances qui, maintenant, se partagent le monde, est en fait invincible, et ne pourrait ne plus l'être qu'après de longs changements démographiques qu'un gouvernement au pouvoir étendu peut aisément éviter. Le second danger n'est lui aussi que théorique. Les masses ne se révoltent jamais de leur propre mouvement, et elles ne se révoltent jamais par le seul fait qu'elles sont opprimées. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas d'éléments de comparaison, elles ne se rendent jamais compte qu'elles sont opprimées. Les crises économiques du passé étaient absolument inutiles, et on ne les laisse plus se produire. Mais d'autres désorganisations également importantes peuvent survenir, et surviennent, sans avoir de résultats politiques, car il n'y a aucun moyen de formuler un mécontentement. Quant au problème de la surproduction, qui est latent dans notre société depuis le développement de la technique par la machine, il est résolu par le stratagème de la guerre continue, voir chapitre 3, qui sert aussi à amener le moral public au degré nécessaire. Du point de vue de nos gouvernants actuels, par conséquent, les seuls dangers réels seraient la scission d'avec les groupes existants d'un nouveau groupe de gens capables, occupant des postes inférieurs à leur capacité, avides de pouvoir, le développement du libéralisme et du scepticisme dans leur propre rang. Le problème est donc un problème d'éducation. Il porte sur la façon de modeler continuellement et la conscience du groupe directeur et celle du groupe exécutant, plus nombreux, qui vient après lui. La conscience des masses n'a besoin d'être influencée que dans un sens négatif. On pourrait de ces données inférer, si on ne la connaissait déjà, la structure générale de la société océanienne.
Au sommet de la pyramide est placé Big Brother. Big Brother est infaillible et tout-puissant. Tout succès, toute réalisation, toute victoire, toute découverte scientifique, toute connaissance, toute sagesse, tout bonheur, toute vertu sont considérés comme émanant directement de sa direction et de son inspiration. Personne n'a jamais vu Big Brother. Il est un visage sur les journaux, une voix au télécran. Nous pouvons en toute lucidité être sûrs qu'il ne mourra jamais. Et déjà, il y a une grande incertitude au sujet de la date de sa naissance. Big Brother est le masque sous lequel le parti choisit de se montrer au monde. Sa fonction est d'agir comme un point de concentration pour l'amour, la crainte et le respect, émotions plus facilement ressenties pour un individu que pour une organisation. En dessous de Big Brother vient le parti intérieur, dont le nombre est de 6 millions, soit un peu moins de 2% de la population de l'Océania. En dessous du parti intérieur vient le parti extérieur qui, si le parti intérieur est considéré comme le cerveau de l'État, peut justement être comparé aux mains de l'État. Après le parti extérieur viennent les masses amorphes que nous désignons généralement sous le nom de prolétaires et qui comptent peut-être 15% de la population. Dans l'échelle de notre classification, les prolétaires sont placés au degré le plus bas. Les populations esclaves des terres équatoriales, en effet, qui passent constamment d'un conquérant à un autre, ne constituent pas un groupe permanent et nécessaire de la structure générale. L'appartenance à ces trois groupes n'est, en principe, pas héréditaire. Un enfant d'un membre du parti intérieur n'est pas, en théorie, né dans le parti intérieur. L'admission à l'une ou l'autre branche du parti se fait par examen à l'âge de 16 ans. Il n'y a non plus aucune discrimination sociale ni aucune domination marquée d'une province sur une autre. Aux rangs les plus élevés du parti, on trouve des Juifs, des Nègres, des Sud-Américains de pur sang indien. Et les administrateurs d'un territoire sont toujours choisis parmi les habitants de ce territoire. Les habitants n'ont, dans aucune partie de l'Océania, le sentiment d'être une population coloniale gouvernée par une lointaine capitale et leur chef titulaire est quelqu'un dont personne ne connaît le siège. Sauf que l'anglais est sa principale langue courante et le novlangue sa langue officielle, l'Océania n'est centralisé d'aucune manière. Ses dirigeants ne sont pas unis par les liens du sang, mais par leur adhésion à une doctrine commune. Il est vrai que notre société est stratifiée, et très rigidement stratifiée, en des lignes qui, à première vue, paraissent être des lignes héréditaires. Il y a beaucoup moins de mouvements, de va-et-vient entre les différents groupes qu'il y en a eu à l'époque du capitalisme, ou même aux périodes pré-industrielles. Entre les deux branches du parti, il y a un certain nombre d'échanges, dans la limite où il est nécessaire d'exclure du parti intérieur les faibles, et de rendre inoffensifs, en les faisant monter, des membres ambitieux du parti extérieur. En pratique, l'accès au grade qui permet de devenir membre du parti n'est pas ouvert aux prolétaires. Les plus doués, qui pourraient peut-être former des noyaux de mécontents, sont simplement repérés par la police de la pensée et éliminés. Mais cet état de choses n'est pas nécessairement permanent. Il n'est pas non plus une question de principe. Le parti n'est pas une classe dans le sens ancien du mot. Il ne vise pas à transmettre le pouvoir à ses enfants parce qu'ils sont ses enfants. Et s'il n'y avait pas d'autre moyen de maintenir au sommet les gens les plus capables, il serait parfaitement prêt à recruter une génération entièrement nouvelle dans les rangs du prolétariat. Pendant les années cruciales, le fait que le parti n'était pas un corps héréditaire fit beaucoup pour neutraliser l'opposition. Le socialiste d'ancien modèle, qui avait été entraîné à lutter contre le privilège de classe, supposait que ce qui n'est pas héréditaire ne peut être permanent. Il ne voyait pas que la continuité d'une oligarchie n'a pas besoin d'être physique. Il ne s'arrêtait pas non plus à réfléchir que les aristocraties héréditaires n'ont jamais vécu longtemps, tandis que les organisations fondées sur l'adoption, comme l'Église catholique par exemple, ont parfois duré des centaines ou des milliers d'années. L'essentiel de la règle oligarchique n'est pas l'héritage de père en fils, mais la persistance d'une certaine vue du monde et d'un certain mode de vie imposé par les morts aux vivants. Un groupe directeur est un groupe directeur aussi longtemps qu'il peut nommer ses successeurs. Le parti ne s'occupe pas de perpétuer son sang, mais de se perpétuer lui-même. Il n'est pas important de savoir qui détient le pouvoir, pourvu que la structure hiérarchique
demeure toujours la même. Les croyances, habitudes, goûts, émotions, attitudes mentales qui caractérisent notre époque sont destinées à soutenir la mystique du parti et à empêcher que ne soit perçue la vraie nature de la société actuelle. Une rébellion matérielle ou un mouvement préliminaire en vue d'une rébellion sont actuellement impossibles. Il n'y a rien à craindre des prolétaires. Laissés à eux-mêmes, ils continueront de génération en génération et de siècle en siècle à travailler, procréer et mourir. Non seulement sans ressentir aucune tentation de se révolter, mais sans avoir le pouvoir de comprendre que le monde pourrait être autre que ce qu'il est. Il ne deviendrait dangereux que si le progrès de la technique industrielle exigeait qu'on leur donne une instruction plus élevée. Mais comme les rivalités militaires et commerciales n'ont plus d'importance, le niveau de l'éducation populaire décline. On considère qu'il est indifférent de savoir quelles opinions les masses soutiennent ou ne soutiennent pas. On peut leur octroyer la liberté intellectuelle car elles n'ont pas d'intelligence. Mais on ne peut tolérer chez un membre du parti le plus petit écart d'opinion sur le sujet le plus futile. De sa naissance à sa mort, un membre du parti vit sous l'œil de la police de la pensée. Même quand il est seul, il ne peut jamais être certain d'être réellement seul. Où qu'il se trouve, endormi ou éveillé, au travail ou au repos, au bain ou au lit, il peut être inspecté sans avertissement et sans savoir qu'on l'inspecte. Rien de ce qu'il fait n'est indifférent. Ses amitiés, ses distractions, son attitude vis-à-vis de sa femme et de ses enfants, l'expression de son visage quand il est seul, les mots qu'il marmonne dans son sommeil, même les mouvements caractéristiques de son corps, tout est jalousement examiné de près. Non seulement tout réel méfait, mais toute excentricité, quelque bénigne qu'elle soit, tout changement d'habitude, toute particularité nerveuse qui pourrait être le symptôme d'une lutte intérieure sont détectés à coup sûr. Il n'a dans aucune direction la liberté de choisir. D'autre part, ses actes ne sont pas déterminés par des lois, ou du moins par des lois claires. Les pensées et actions qui, lorsqu'elles sont surprises, entraînent une mort certaine, ne sont pas formellement défendues. Et les éternelles épurations, les arrestations, tortures, emprisonnements et vaporisations ne sont pas infligées comme punition pour des crimes réellement commis. Ce sont simplement des moyens d'anéantir des gens qui pourraient peut-être, à un moment quelconque, dévier. On exige d'un membre du parti non seulement qu'il ait des opinions convenables, mais des instincts convenables. Nombre des croyances et attitudes exigées de lui ne sont pas clairement spécifiées, et ne pourraient être clairement spécifiées sans mettre à nu les contradictions inhérentes à l'Anxos. S'il est naturellement orthodoxe, un novlangue bien pensant, il saura en toutes circonstances, sans réfléchir, quelle croyance est la vraie, quelle émotion est désirable. Mais en tout cas, l'entraînement mental minutieux auquel il est soumis pendant son enfance, et qui tourne autour des mots novlangues arrêt du crime, blanc-noir et double pensée, le rend incapable de réfléchir et de vouloir réfléchir trop profondément. On attend d'un membre du parti qu'il n'éprouve aucune émotion d'ordre privé et que son enthousiasme ne se relâche jamais. Il est censé vivre dans une continuelle frénésie de haine contre les ennemis étrangers et les traîtres de l'intérieur, de satisfaction triomphale pour les victoires, d'humilité devant la puissance et la sagesse du parti. Les mécontentements causés par la vie nue, insatisfaisante, sont délibérément canalisés et dissipés par des stratagèmes comme les 2 minutes de la haine. Les spéculations qui pourraient peut-être amener une attitude sceptique ou rebelle sont tuées d'avance par la discipline intérieure acquise dans sa jeunesse. La première et la plus simple phase de la discipline qui peut être enseignée, même à de jeunes enfants, s'appelle en novlangue arrêt du crime. L'arrêt du crime, c'est la faculté de s'arrêter net, comme par instinct, au seuil d'une pensée dangereuse. Il inclut le pouvoir de ne pas saisir les analogies, de ne pas percevoir les erreurs de logique, de ne pas comprendre les arguments les plus simples s'ils sont contre l'Anxos. Il comprend aussi le pouvoir d'éprouver de l'ennui ou du dégoût pour toute suite d'idées capables de mener dans une direction hérétique. Arrêt du crime, en résumé, signifie stupidité protectrice. Mais la stupidité ne suffit pas. Au contraire, l'orthodoxie,
dans son sens plein, exige de chacun un contrôle de ses processus mentaux aussi complet que celui d'un acrobate sur son corps. La société océanienne repose, en fin de compte, sur la croyance que Big Brother est omnipotent et le parti infaillible. Mais comme en réalité Big Brother n'est pas omnipotent et que le parti n'est pas infaillible, une inlassable flexibilité des faits est à chaque instant nécessaire. Le mot-clé ici est noir-blanc. Ce mot, comme beaucoup de mots novlangues, a deux sens contradictoires. Appliqué à un adversaire, il désigne l'habitude de prétendre avec impudence que le noir est blanc, contrairement aux faits évidents. Appliqué à un membre du parti, il désigne la volonté loyale de dire que le noir est blanc quand la discipline du parti l'exige. Mais il désigne aussi l'aptitude à croire que le noir est blanc, et plus, à savoir que le noir est blanc, et à oublier que l'on n'a jamais cru autre chose. Cette aptitude exige un continuel changement du passé, que rend possible le système mental qui réellement embrasse tout le reste et qui est connu en novlangue sous le nom de double pensée. Le changement du passé est nécessaire pour deux raisons dont l'une est subsidiaire et pour ainsi dire préventive. Le membre du parti, comme le prolétaire, tolère les conditions présentes en partie parce qu'il n'a pas de terme de comparaison. Il doit être coupé du passé, exactement comme il doit être coupé d'avec les pays étrangers, car il est nécessaire qu'il croie vivre dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles vivaient ses ancêtres, et qu'il pense que le niveau moyen du confort matériel s'élève constamment. Mais la plus importante raison qu'a le parti de rajuster le passé est de loin la nécessité de sauvegarder son infaillibilité. Ce n'est pas seulement pour montrer que les prédictions du parti sont dans tous les cas exactes, que les discours, statistiques et rapports de toutes sortes doivent être constamment remaniés selon les besoins du jour. C'est aussi que le parti ne peut admettre un changement de doctrine ou de ligne politique. Changer de décision ou même de politique est un aveu de faiblesse. Si, par exemple, l'Eurasia ou l'Estasia, peu importe lequel, est l'ennemi du jour, ce pays doit toujours avoir été l'ennemi. Et si les faits disent autre chose, les faits doivent être modifiés. Aussi, l'histoire est-elle continuellement réécrite. Cette falsification du passé au jour le jour, exécutée par le ministère de la Vérité, est aussi nécessaire à la stabilité du régime que le travail de répression et d'espionnage réalisé par le ministère de l'Amour. La mutabilité du passé est le principe de base de l'Anxos. Les événements passés, prétend-on, n'ont pas d'existence objective et ne survivent que par les documents et la mémoire des hommes. Mais comme le parti a le contrôle complet de tous les documents et de l'esprit de ses membres, il s'ensuit que le passé est ce que le parti veut qu'il soit. Il s'ensuit aussi que le passé, bien que plastique, n'a jamais, en aucune circonstance particulière, été changé. Car lorsqu'il a été recréé dans la forme exigée par le moment, cette nouvelle version, quelle qu'elle soit, est alors le passé, et aucun passé différent ne peut avoir jamais existé. Cela est encore vrai même lorsque, comme il arrive souvent, un événement devient méconnaissable pour avoir été modifié plusieurs fois au cours d'une année. Le parti est, à tous les instants, en possession de la vérité absolue, et l'absolu ne peut avoir jamais été différent de ce qu'il est. Le contrôle du passé dépend surtout de la discipline de la mémoire. S'assurer que tous les documents s'accordent avec l'orthodoxie du moment n'est qu'un acte mécanique. Il est aussi nécessaire de se rappeler que les événements se sont déroulés de la manière désirée. Et s'il faut rajuster ces souvenirs ou altérer des documents, il est alors nécessaire d'oublier que l'on a agi ainsi. La manière de s'y prendre peut être apprise comme toute autre technique mentale. Elle est en effet étudiée par la majorité des membres du parti et certainement par tous ceux qui sont intelligents aussi bien qu'orthodoxes. En novlangue, cela s'appelle double pensée. Mais la double pensée comprend aussi beaucoup de significations. La double pensée est le pouvoir de garder à l'esprit simultanément deux croyances contradictoires et de les accepter toutes deux. Un intellectuel du parti sait dans quel sens ses souvenirs doivent être modifiés. Il sait, par conséquent, qu'il joue avec la réalité, mais par l'exercice de la double pensée, il se persuade que la réalité n'est pas violée.
le processus doit être conscient. Autrement, il ne pourrait être réalisé avec une précision suffisante. Mais il doit aussi être inconscient. Sinon, il apporterait avec lui une impression de falsification et, partant, de culpabilité. La double pensée se place au cœur même de l'Anxos, puisque l'acte essentiel du parti est d'employer la duperie consciente, tout en retenant la fermeté d'intention qui va de pair avec l'honnêteté véritable. Dire des mensonges délibérés, tout en y croyant sincèrement. Oublier tous les faits devenus gênants, puis, lorsque c'est nécessaire, les tirer de l'oubli pour seulement le laps de temps utile. Nier l'existence d'une réalité objective alors qu'on tient compte de la réalité qu'on nie. Tout cela est d'une indispensable nécessité. Pour se servir même du mot double pensée, il est nécessaire d'user de la dualité de la pensée. Car employer le mot, c'est admettre que l'on modifie la réalité. Par un nouvel acte de double pensée, on efface cette connaissance, et ainsi de suite indéfiniment, avec le mensonge, toujours en avance d'un bond sur la vérité. Enfin, c'est par le moyen de la double pensée que le parti a pu, et pour autant que nous le sachions, pourra, pendant des milliers d'années, arrêter le cours de l'histoire. Toutes les oligarchies du passé ont perdu le pouvoir, soit parce qu'elles se sont ossifiées, soit parce que leur énergie a diminué. Ou bien elles deviennent stupides et arrogantes, n'arrivent pas à s'adapter aux circonstances nouvelles et sont renversées, ou elles deviennent libérales et lâches, font des concessions alors qu'elles devraient employer la force, et sont encore renversées. Elles tombent donc ou parce qu'elles sont conscientes, ou parce qu'elles sont inconscientes. L'œuvre du parti est d'avoir produit un système mental dans lequel les deux états peuvent coexister. La domination du parti n'aurait pu être rendue permanente sur aucune autre base intellectuelle. Pour diriger, et continuer à diriger, il faut être capable de modifier le sens de la réalité. Le secret de la domination est d'allier la foi en sa propre infaillibilité à l'aptitude à recevoir les leçons du passé. Il est à peine besoin de dire que les plus subtils praticiens de la double pensée sont ceux qui l'inventèrent et qui savent qu'elle est un vaste système de duperie mentale. Dans notre société, ceux qui ont la connaissance la plus complète de ce qui se passe sont aussi ceux qui sont les plus éloignés de voir le monde tel qu'il est. En général, plus vaste est la compréhension, plus profonde est l'illusion. Le plus intelligent est le moins normal. Le fait que l'hystérie de guerre croît en intensité au fur et à mesure que l'on monte l'échelle sociale illustre ce qui précède. Ceux dont l'attitude en face de la guerre est la plus proche d'une attitude rationnelle sont les peuples sujets des territoires disputés. Pour ces peuples, la guerre est simplement une continuelle calamité qui, comme une vague de fond, va et vient en les balayant. Il leur est complètement indifférent de savoir de quel côté est le gagnant. Un changement de direction veut simplement dire pour eux le même travail qu'auparavant pour de nouveaux maîtres qui les traiteront exactement comme les anciens. Les travailleurs légèrement plus favorisés que nous appelons les prolétaires ne sont que par intermittence conscients de la guerre. On peut, quand c'est nécessaire, exciter en eux une frénésie de crainte et de haine. Mais laissés à eux-mêmes, ils sont capables d'oublier pendant de longues périodes que le pays est en guerre. C'est dans les rangs du parti, surtout du parti intérieur, que l'on trouve le véritable enthousiasme guerrier. Ce sont ceux qui la savent impossible, qui croient le plus fermement à la conquête du monde. Cet enchaînement spécial des contraires, savoir et ignorance, cynisme et fanatisme, est un des principaux traits qui distinguent la société océanienne. L'idéologie officielle abonde en contradictions, même quand elles n'ont aucune raison pratique d'exister. Ainsi, le parti rejette et diffame tous les principes qui furent à l'origine du mouvement socialiste. Mais il prétend agir ainsi au nom du socialisme. Il prêche envers la classe ouvrière un mépris dont depuis des siècles il n'y a pas d'exemple. Mais il revêt ses membres d'un uniforme qui, à une époque, appartenait aux travailleurs manuels et qu'il a adopté pour cette raison. Il mine systématiquement la solidarité familiale, mais il baptise son chef d'un nom qui est un appel direct au sentiment de loyauté familiale. Les noms mêmes des 4 ministères qui nous dirigent font ressortir une sorte d'impudence dans le renversement délibéré des faits. Le ministère de la paix s'occupe de la guerre, celui de la vérité, des mensonges,
celui de l'amour, de la torture, celui de l'abondance, de la famine. Ces contradictions ne sont pas accidentelles. Elles ne résultent pas non plus d'une hypocrisie ordinaire. Elles sont des exercices délibérés de double pensée. Ce n'est en effet qu'en conciliant des contraires que le pouvoir peut être indéfiniment retenu. L'ancien cycle ne pouvait être brisé d'aucune autre façon. Pour que l'égalité humaine soit à jamais écartée, pour que les grands, comme nous les avons appelés, gardent perpétuellement leur place, la condition mentale dominante doit être la folie dirigée. Mais il y a une question que nous avons jusqu'ici presque ignorée. Pourquoi l'égalité humaine doit-elle être évitée? En supposant que le mécanisme du processus ait été exactement décrit, quel est le motif de cet effort considérable et précis pour figer l'histoire à un moment particulier? Nous atteignons ici au secret central. Comme nous l'avons vu, la mystique du parti, et surtout du parti intérieur, dépend de la double pensée. Mais c'est plus profondément que gît le motif originel. L'instinct jamais discuté, qui conduisit d'abord à s'emparer du pouvoir, puis fit naître la double pensée, la police de la pensée, la guerre continuelle et tous les autres attirails nécessaires. Ce motif consiste en réalité... Winston prit conscience du silence, comme on devient conscient d'un nouveau son. Il lui sembla que depuis un moment Julia était bien immobile. Elle était couchée sur le côté, nue jusqu'à la taille, la main sur la joue, et une boucle noire lui tombait sur les yeux. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement et régulièrement. « Julia. » Pas de réponse. « Julia, tu dors ?» Pas de réponse. Elle était endormie. Il ferma le livre, le déposa soigneusement sur le parquet, se coucha et tira la couverture sur eux deux. Il pensa qu'il n'avait pas encore appris l'ultime secret. Il comprenait comment, il ne comprenait pas pourquoi. Le chapitre 1, comme le chapitre 3, ne lui avait en réalité rien appris qu'il ne sût auparavant. Il avait simplement systématisé le savoir qu'il possédait déjà. Mais après l'avoir lu,